Le quartier était en ébullition depuis la publication de l'article. Le nom de Dieudonné, autrefois synonyme de respect et de charité, était désormais associé à des mots terribles. Abus, mensonge, trahison. Pourtant, malgré l'indignation générale, aucun verdict officiel n'avait encore été prononcé. La police enquêtait, les preuves s'accumulaient, mais Dieudonné restait libre, et il comptait bien le rester. Il réapparut publiquement un dimanche matin à la sortie de l'église. Costume bleu marine, lunettes sombres, sourire hypocrite aux lèvres. Les murmures se turent un instant. Les regards se posèrent sur lui. Certains baissèrent les yeux. D'autres, curieux ou désorientés, restèrent figés. Puis, comme s'il reprenait le contrôle, Dieudonné leva la main et déclara calmement « Je suis un homme droit. Je n'ai rien à me reprocher. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. » Un silence glacial s'abattit. Mais cette fois, Yann ne se tut pas. Il se leva au milieu de la foule et lança d'une voix forte. « On ne parle pas ici de péché, on parle de crime. Tu as détruit des vies, des jeunes filles que tu aurais dû protéger. Tu les as brisées, et tu oses encore te montrer comme un homme d'honneur. » Dieudonné serra la mâchoire. Son regard, derrière les lunettes, lança un éclair de haine. Pour la première fois, il comprit qu'il avait perdu le contrôle. Ce même jour, Nina fut convoquée au commissariat pour une audition officielle. Assise face à 2 inspecteurs, elle raconta tout. Elle tremblait. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Yann était là. Le journaliste aussi, prêt à publier la suite de l'article avec les nouveaux témoignages. Mais alors que la lumière semblait enfin poindre, un événement inattendu vint tout remettre en question. Une des jeunes femmes prêtes à témoigner fut retrouvée inconsciente dans sa chambre. Aucune effraction, aucun témoin, juste un message glissé sous sa porte. « Tais-toi, ou tu seras la prochaine. » L'enquête prit une tournure plus sombre. Dieudonné n'était pas seul. Il avait des alliés, tapis dans les recoins du système, prêts à tout pour protéger leur réseau. La peur recommença à s'installer. Mais cette fois, quelque chose avait changé. La parole avait été libérée. Et même si le monstre était revenu, le peuple, lui, commençait à ne plus avoir peur de l'affronter. Le procès de Dieudonné débuta dans une ambiance lourde, presque irréelle. La salle d'audience, bondée, respirait à peine. Chacun retenait son souffle, comme si le moindre bruit pouvait briser l'équilibre fragile de ce moment tant attendu. D'un côté, les victimes, leurs regards chargés d'années de douleur, d'humiliation et d'espoir. De l'autre, l'accusé, calme, impeccable, presque théâtral dans sa posture. Il portait ce même masque qu'il avait toujours protégé, celui du notable, du patriarche, du bienfaiteur. Il était venu jouer sa dernière carte, avec la froideur d'un homme qui a trop menti pour croire encore à la vérité. Mais cette fois, ce n'était pas une pièce de théâtre. L'ouverture du procès fut menée par le procureur, qui exposa les faits avec une rigueur implacable. Il dressa le portrait d'un homme qui avait érigé autour de lui une muraille de respectabilité pour mieux masquer ses crimes. Les premiers témoignages furent livrés avec des voix tremblantes, mais puissantes. Chaque mot était une pierre jetée contre l'impunité. Puis vint le tour de Nina. La salle entière sembla se figer quand elle s'approcha de la barre. Son regard croisa brièvement celui de Dieudonné. Un froid glacial lui traversa l'échine, mais elle tint bon. « Ce que vous voyez, ce n'est pas une victime, c'est une survivante. J'ai vécu l'enfer, et j'ai choisi de me relever. Ce que j'ai subi ne doit plus jamais se reproduire. » Ces paroles provoquèrent des larmes. Un silence solennel s'installa. Même les journalistes, pourtant habitués à l'horreur, paraissaient bouleversés. Mais la défense de Dieudonné n'avait pas dit son dernier mot. Son avocat, un homme réputé pour ses plaidoiries redoutables, se leva. D'un ton posé, il tenta de déconstruire l'affaire. Il n'y a pas de preuves matérielles. Les faits sont anciens, les souvenirs flous. Et surtout, la principale plaignante est la compagne de Yann Bacot, le propre neveu de l'accusé. Hasard ou règlement de compte familial? Puis, plus sournoisement, nous parlons ici d'un homme qui a offert des bourses d'études, construit une bibliothèque, aidé des centaines de familles. Un homme bon. Peut-on vraiment croire qu'il cachait un tel monstre en lui, sans que personne ne s'en aperçoive? Certains jurés détournèrent les yeux. Le doute insidieux venait de s'infiltrer. Mais alors que tout semblait glisser lentement vers un retournement en faveur de Dieudonné, la porte de la salle d'audience s'ouvrit brusquement. Une jeune femme entra.
silencieuse, le visage fermé, le regard droit. Elle s'appelait Léa, fille d'un magistrat local, nièce d'un ancien ministre. Une figure discrète, mais connue dans les cercles influents. Personne ne savait qu'elle avait demandé à témoigner. Mais ces mots, eux, allaient marquer un tournant irréversible. Ce qu'il vous a fait, il me l'a fait aussi. J'avais 13 ans. Je n'ai jamais osé en parler. Mes parents m'ont interdit de porter plainte, parce que dans notre famille, on règle ce genre de choses en silence. Mais moi, je n'en peux plus de me taire. Je veux juste être libre. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Même Dieudonné, jusque-là imperturbable, pâlit. Il tenta de se redresser, de protester, mais sa voix resta bloquée dans sa gorge. Il n'avait pas vu venir celle-là. Léa, c'était la preuve vivante que son emprise ne s'était pas arrêtée aux inconnus. Il avait blessé les siens. Il avait trop cru à son intouchabilité. Les jours suivants furent décisifs. D'autres victimes, encouragées par le courage de Léa, sortirent de l'ombre. Des messages, des lettres, des photos oubliées furent versés au dossier. Le vernis se craquela, puis se brisa totalement. L'image de l'homme exemplaire devint celle d'un prédateur en série, protégé pendant des années par un silence complice. Même certains de ses anciens alliés politiques et religieux prirent leur distance publiquement, affirmant qu'ils n'avaient jamais su ou qu'ils regrettaient de ne pas avoir agi. Mais le mal était fait. Et cette fois, le monstre n'échapperait plus à la lumière. Et désormais, une vérité allait devoir exploser, non plus dans une salle d'audience, mais dans le cœur de chacun. Le jour du verdict arriva. La salle était pleine à craquer. Dieudonné, vêtu d'un costume sombre, semblait toujours croire qu'il allait s'en sortir. Mais tout en lui avait changé. Son regard fuyant, sa posture affaiblie, sa voix absente. Il n'était plus l'homme craint. Il était seul face à ses actes. Le juge prit la parole, la voix claire et grave. « Monsieur Dieudonné Baco, au vu des témoignages, des preuves et du courage de celles que vous avez réduites au silence pendant des années, ce tribunal vous reconnaît coupable. Vous êtes condamné à 30 ans de prison ferme. » Un frisson parcourut la salle. Certains pleuraient, d'autres se tenaient la main. Nina, elle, ferma les yeux. Pas pour fuir, mais pour ressentir, enfin, ce que la justice pouvait signifier. Yann posa doucement sa main sur la sienne. C'était fini. Du moins pour Dieudonné. Car pour Nina et toutes les victimes, la route vers la reconstruction ne faisait que commencer. Quelques mois après le verdict, le quartier avait changé. Pas les maisons étaient différentes, mais parce que les regards avaient changé. Les non-dits n'avaient plus autant de pouvoir. Le nom de Dieudonné ne provoquait plus de respect. Il inspirait le malaise, la honte, la colère. Il était devenu un souvenir qu'on n'osait plus glorifier. Nina, elle, s'était éloignée de la ville pendant un temps. Elle avait besoin d'air, de solitude, de soins. Pas des soins médicaux, ceux de l'âme. Elle écrivait. Elle parlait à d'autres femmes. Elle reconstruisait son identité. Yann l'avait soutenue, sans jamais l'étouffer. Il avait compris que parfois, aimer quelqu'un, c'était le laisser respirer sans l'obliger à guérir vite. Le procès avait réveillé d'autres consciences. Des écoles organisèrent des ateliers sur les violences sexuelles. Des leaders religieux prirent enfin la parole. Des associations virent le jour. La peur avait changé de camp. 1 an plus tard, Nina revint dans son ancien quartier pour une conférence. La salle était pleine. Elle prit la parole, le cœur battant, et dit simplement « Le silence protège les coupables. Mais la parole, elle, sauve des vies. Chers abonnés, si vous avez été victime ou témoin d'un abus, ne gardez pas le silence. Parler, ce n'est pas trahir, c'est survivre. Et parfois, c'est même sauver quelqu'un d'autre. Même quand vous pensez être seul, il y a toujours une oreille prête à vous écouter. Brisez le silence. La vérité, même douloureuse, est le premier pas vers la liberté.